Bonsoir à tous, je suis Tanegma Tredjala, je représente ici l'association France-Palestine Solidarité à Saint-Étienne. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à la France Insoumise et à André Torigna de nous avoir invités à prendre la parole. Et surtout, merci d'avoir participé à cette délégation de parlementaires français à Rafah, aux portes de Gaza. Vous êtes la première mission officielle étrangère à se rendre sur place pour enquêter, témoigner et soutenir le peuple palestinien face à l'offensive vengeresse menée par l'armée israélienne depuis les attaques du Hamas le 7 octobre. Cette initiative a été pour nous, militants de l'association France-Palestine Solidarité, une bouffée d'oxygène. C'est une brèche ouverte dans le mur d'ignorance et de mépris qui occulte la réalité de la violence militaire coloniale infligée par Tsahal aux Palestiniens, et ce, depuis 1947. Il faut absolument lutter contre la désinformation. Depuis le 7 octobre, la FPS a mené ou participé à diverses actions pour essayer de rétablir la vérité sur ce que vivent les Palestiniens, qui sont victimes d'un apartheid. Ces actions ont souvent été organisées en partenariat au sein de l'Interorga 42, ce qui rend nos messages plus visibles. Mais comment se faire entendre quand nous recevons si peu d'écho et d'attention de la part des médias? Ici, dans la Loire, le journal local, qui semble avoir oublié un passé plus glorieux, ignore les centaines de citoyens qui, semaine après semaine, manifestent leur colère contre un président qui nous appelle à, je cite, « rester tous unis derrière Israël ». Le Progrès, pour ne pas le nommer, n'a pas daigné se déranger pour la conférence de presse à laquelle l'Interorga 42, qui réunit pourtant 22 associations, syndicats, partis politiques, le conviait. Pas un journaliste, à l'exception de TL7, ne s'est déplacé pour entendre un autre discours que celui du Conseil représentatif des institutions juives de France. En effet, le discours du CRIF est globalement repris dans une majorité de médias. La désinformation est à l'œuvre. Les porte-paroles d'Israël sont partout, mais les Palestiniens, eux, sont invisibilisés. On entend beaucoup Meir Habib, défenseur revendiqué de la cause sioniste et des valeurs de la Torah, mais on entend très peu Elias Sandbar, par exemple, historien, essayiste et ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO et qui est réfugié au Liban avec sa famille. Les gens qui, comme les députés de LFI, condamnent la cruauté des attaques du 7 octobre, mais qui rappellent que se soulever contre une armée d'occupation est une guerre légitime, seraient des nazis ou des islamo-gauchistes. Pour parler de Gaza, il faut user de formules consacrées, telles que les attaques terroristes du Hamas ou la guerre d'Israël contre le Hamas, comme si cela justifiait des dizaines de milliers de morts civiles. 30 000, parmi lesquels une majorité de femmes et d'enfants, plus de 19 000, sans compter les milliers de disparus, ensevelis sous les décombres, et les blessés, mutilés, souvent réduits à des, je cite, dégâts collatéraux. Ronnie Broman, lors de sa venue à Saint-Étienne, a bien décrypté ce conditionnement médiatique qui vise à faire paraître logique des comportements tout à fait injustifiables. Nous devons protester chaque fois que nous entendons assimiler le judaïsme au sionisme ou l'antisionisme à l'antisémitisme. Nous devons aussi rappeler que les prisonniers palestiniens sont eux aussi des otages entre les mains de Tsahal pour faire pression sur leurs proches. Il y a 2 ou 3 jours, un journaliste de CNN révélait combien l'information est sous influence. Comment s'en étonner quand elle est de plus en plus entre les mains de véritables empires construits par des milliardaires peu scrupuleux tels
Patrick Drahi. Patrick Drahi, première fortune d'Israël, qui contrôle notamment Numéricable et SFR, Libération, L'Express, BFM TV et tant d'autres. Vincent Bolloré, autre exemple, patron de Vivendi, de Havas, Canal+, C8, CNews, et qui a récemment défrayé la chronique avec l'affaire du Journal du Dimanche, et qui est par ailleurs membre de l'Opus Dei. Chaque fois que nous le pouvons, il faut dénoncer les mensonges ou les oublis, le deux poids deux mesures, qui empêche l'opinion publique de juger sainement de ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs. Y a-t-il une solution au conflit? Il n'y a de solution que de solutions politiques. L'urgence absolue, bien sûr, c'est un cessez-le-feu immédiat et permanent, ce qui passe obligatoirement par un embargo sur les armes. Celui-ci est difficile. Cet embargo sur les armes est difficile à mettre en œuvre en raison du soutien américain, de loin le plus gros fournisseur de l'État sioniste. Parallèlement, Netanyahou, dont la cote de popularité est tombée à 9%, a tout intérêt à prolonger la guerre pour ne pas perdre son immunité. Il envisage d'ailleurs l'ouverture d'un nouveau front au nord contre le Liban. Pour ce qui est de la production d'armes, Israël est pratiquement autonome, sauf en ce qui concerne les bombes pour l'aviation. Nous, Association France-Palestine Solidarité, nous soutenons la campagne BDS, Boycott des investissements sanctions, qui a été lancée en 2005 par des organisations palestiniennes. L'Europe doit imposer des sanctions immédiates en suspendant les accords économiques entre l'Union européenne et Israël, jusqu'à ce que celui-ci respecte le droit international. L'Europe doit, entre autres, interdire l'importation de tous les produits fabriqués dans les colonies illégales. La France, grand fournisseur d'armes au Moyen-Orient, collabore avec l'armée israélienne au niveau du renseignement. Les colons, désormais recrutés en Cisjordanie pour suppléer l'armée, y disposent souvent de matériel d'origine française. Et cela pourrait bien d'ailleurs rendre notre pays susceptible d'être jugé complice du génocide devant un tribunal. Naturellement, nous soutenons fermement la saisine de la Cour internationale de justice portée par l'Afrique du Sud, ainsi que la plainte auprès de la Cour pénale internationale déposée par Maître Devers et un groupe de 500 avocats. Il est essentiel que les organisations humanitaires reviennent librement à Gaza, ainsi que l'UNRWA, dont Israël veut depuis longtemps la disparition parce qu'elle maintient le statut de réfugié, et donc le droit au retour des Palestiniens qui sont dans les camps. La possible complicité de 12 employés de cet organisme de l'ONU, dont Israël n'a fourni aucune preuve, ne peut en rien justifier la punition collective qui prive de nourriture, d'éducation et de soins à tous les réfugiés. La France doit continuer à verser toute sa contribution. Et c'est là un point sur lequel les élus et les associations peuvent jouer un rôle important. La France doit, comme l'ont déjà fait certains pays européens, rappeler son ambassadeur et sanctionner les entreprises françaises qui, par leur action, soutiennent l'armée israélienne et la colonisation. Au cessez-le-feu doivent succéder, dans les plus brefs délais, des négociations pour aboutir à un règlement politique qui satisfasse les revendications palestiniennes jamais prises en compte depuis l'origine. Nous demandons à la France de reconnaître immédiatement un État palestinien de plein droit, sans limitation de frontières, comme l'est aujourd'hui Israël, dont les frontières n'ont jamais été fixées. Il faut pour cela que l'occupation disparaisse, afin que puisse se reconstruire une représentation palestinienne digne de ce nom. Cela suppose la libération de tous les otages du Hamas et de tous les prisonniers palestiniens. Parmi ces derniers, nous pensons aux élus palestiniens qui n'ont pas pu exercer leur mandat, comme Marwan Barghouti,
ex-dirigeant du Fatah, ou la députée Khalida Jalal. Il faut mettre fin à l'occupation et au blocus. À l'origine de la catastrophe, il y a la privation du droit à l'autodétermination dont les Palestiniens ont été victimes dès 1917. En ce moment où de plus en plus de voix s'élèvent pour promouvoir une solution à 2 États, nous tenons à rappeler que toute solution qui se ferait au mépris des aspirations palestiniennes ne serait qu'une catastrophe de plus. Or, on entend déjà, côté israélien, des gens comme Eli Barnavi, ex-ambassadeur d'Israël en France, déclaré sur France 5 le 21 novembre dernier, je cite, « La beauté de ce moment, c'est qu'on a de moins en moins besoin d'interlocuteurs locaux, appelant de ses voeux une solution imposée. » On frémit à la pensée de ce que pourrait être cette solution. Un plan de paix façon Trump serait un désastre, porteur de multiples souffrances et d'un nouveau conflit. Concrètement, notre groupe, Association France-Palestine Solidarité Locale, participe en Palestine à la réalisation de projets toujours élaborés et mis en place par des organisations palestiniennes. L'un d'eux nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la Maison Chaleureuse, centre d'accueil pour les enfants du camp de Jénine. Si vous voulez plus d'informations sur ce que fait le groupe local de l'association France-Palestine Solidarité, il y a la table là-bas au fond. Le jeudi 14 mars prochain, nous accueillerons ici le chirurgien Christophe Oberlin, qui depuis 20 ans se rend 2 fois par an à Gaza pour opérer et pour former des chirurgiens palestiniens à la microchirurgie. Cette rencontre aura lieu à la faculté de médecine. Nous vous espérons nombreux. Christophe Oberlin repartira à Gaza 2 jours après. Nous terminons en rappelant que plus que jamais la France doit mettre en œuvre le droit d'asile. Récemment, la militante Mariam Abou a été expulsée alors qu'elle était, alors qu'elle était en tournée de conférence avec un visa parfaitement en règle peu avant le 7 octobre. C'est une honte pour la France. Le cas de la famille Awad est également révoltant. Voici la pétition concernant cette famille, puisque cette famille a reçu une OQTF. Je retiens quelques expressions particulièrement révoltantes de la part du préfet à ce sujet. Le préfet estime que rien n'empêche les futurs employeurs de s'adresser directement aux autorités françaises à Jérusalem pour une demande d'introduction d'un travailleur étranger. Alors que nous savons tous que la réponse serait absolument négative, puisqu'il y a un blocus à Gaza depuis des années. Alors le comble du cynisme préfectoral est à lire dans le mémoire en défense de la préfecture produit le 19 janvier, je cite, « Le couple ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans le pays d'origine et ne font état d'aucun élément pertinent qui démontrerait que leurs enfants seraient empêchés de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. S'il est exact que la situation sécuritaire dans la bande de Gaza est très dégradée, il n'en est pas de même en Cisjordanie, où si des heurts épars sont constatés, notamment dans le nord-ouest du territoire, la situation est globalement stable et qu'il paraît concevable que les intéressés puissent s'y installer. » Voilà, n'hésitez pas à signer cette pétition. Je vous remercie tous pour votre attention.